bonsoir à tous. À la une de ce journal, la spirale des violences meurtrières décriées sur le théâtre de la crise anglophone suscite la colère d'anciens dirigeants africains. Ils dénoncent le silence de la communauté internationale et l'impuissance de l'Union africaine devant les atrocités commises sur des femmes, des enfants et des hommes tués de la façon la plus horrible au Cameroun. Au regard des récents épisodes sanglants de cette guerre fratricide dans les régions anglophones, des évêques catholiques du monde interpellent le chef de l'État du Cameroun sur l'urgence d'aller vers une solution politique, un dialogue et des négociations sous la médiation suisse. Leur évangile va-t-il toucher le cœur du chef de l'État? Nous en parlerons dans ce journal avec la position des Nations Unies sur la crise anglophone et les récents événements sanglants dans le Nord-Ouest. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'atrocité et la barbarie des exactions commises sur des femmes et des enfants dans la région du Nord-Ouest n'ont pas laissé indifférente l'Église catholique. 16 évêques du monde déplorent le massacre de 22 personnes, dont des femmes et enfants sur le théâtre des affrontements armés dans le département du Dongamantung. Au regard de ces violences meurtrières, ces évêques catholiques exhortent le chef de l'État du Cameroun à emprunter la voie du dialogue et de la négociation avec les groupes armés séparatistes, ceci sous la médiation suisse, un chemin que souhaitent que les évêques du monde souhaitent que le chef de l'État emprunte pour mettre un terme à cette crise anglophone qui perdure depuis près de 3 ans. Vous allez suivre tout à l'heure Donald Brice Kamgan qui fait le point sur l'économie de cette lettre ouverte des évêques catholiques adressée au chef de l'État du Cameroun. Être adressée au chef de l'État camerounais par les évêques du monde pose le diagnostic des tensions meurtrières qui durent depuis 3 ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le conflit a déjà causé le décès de plus de 2000 personnes, rappellent les prélats, contraint 656 000 civils à quitter leur domicile. Sur le plan éducatif, 800 000 enfants ont abandonné leur scolarité, parmi eux 400 000 issus des écoles confessionnelles catholiques, indiquent les évêques. Ce bilan détaillé, ils expliquent que leur démarche est mue par la volonté de voir s'achever les souffrances qu'endurent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et par leur vœu de stabilité et de prospérité pour le Cameroun. Vœu qui les amène à lancer un appel à Paul Biya qui les invite à s'ouvrir à la médiation suisse. À travers ce mécanisme proposé par la Confédération helvétique, les protagonistes de la crise anglophone, à savoir les populations, les groupes armés séparatistes et le gouvernement, doivent s'asseoir et discuter des moyens de mettre fin au conflit, proposent les évêques. L'initiative suisse est la meilleure offre permettant de trouver une solution politique à la crise anglophone, soutient les prélats de l'Église catholique qui tiennent à affirmer leur impartialité. Une victoire militaire n'est pas possible dans la crise anglophone, quel que soit le camp que l'on prend en compte, analysent les 16 évêques et cardinaux qui s'adressent à Paul Biya. Le chef de l'État camerounais, qu'il remercie d'avoir initié le dialogue national, mais constate que la rencontre n'a pas permis de faire cesser les violences sur le terrain. Parmi les 16 signataires de la correspondance dont ampliation a été faite au pape François, on peut citer Terence Drenet, l'évêque de Middlesbrough en Angleterre, Noël Simard de Valleyfield au Canada ou encore Charles Amawa de l'État de Tabara au Nigeria. Un rappel, en juin 2019, la Suisse s'est dite partante pour l'organisation d'une médiation dans la crise anglophone avant de se rétracter quelques mois plus tard face aux réserves des parties impliquées dans la crise. Cette escalade de tensions et des violences meurtrières observées dans les régions anglophones suscite la colère et l'exaspération d'un ancien président de la République du Ghana. Sur son compte officiel Facebook, Jerry Jones Rawlings fustige le silence de la communauté internationale sur les exactions commises sur des femmes, des hommes et enfants tués de la manière la plus horrible. Cet ancien dirigeant africain se demande pourquoi la France et le reste du monde tournent le dos quand cela convient à leurs intérêts égoïstes. Jerry John Rawlings, ancien président ghanéen, interpelle particulièrement le chef de l'État français, incapable selon lui d'empêcher cette atrocité au Cameroun. Pourtant, la France dispose des troupes au Mali. Il va plus loin en déplorant l'impuissance de l'Union africaine devant une barbarie et une sauvagerie insensée, critiquant l'attitude du président camerounais Paul Biya
Jerry John Rawlings, appelle à une intervention urgente pour arrêter le chaos et une condamnation ferme des atrocités que subissent les populations civiles en quête d'égalité dans les régions anglophones. Et au lendemain de la position du gouvernement sur les récents épisodes sanglants survenus dans le Ndongamantung, là où, selon le ministre de la Défense, il y aurait 5 morts parmi les civils, dont une femme et 4 enfants à la suite des accrochages entre forces de sécurité et les groupes armés séparatistes, la société civile exige une création d'une commission mixte et indépendante pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident malheureux. Selon les propos du ministère de la Défense, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale estime qu'il y a eu plus de morts que le laisse entendre le gouvernement. La coordonnatrice exécutive du REDAC était face à la presse à Douala. Des précisions avec François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Avec à ses côtés Maître Alice Kom et Philippe Nanga, Maximilien Ngombe, directeur exécutif du REDAC, du mine grave, s'indigne du sort réservé aux personnes tuées en Garbou, dans le Ndongamantung, région du Nord-Ouest. Insatisfait de la réaction du ministre de la Défense sur cette affaire, Maximilien Ngombe affirme que le REDAC exige une commission d'enquête indépendante et indique la composition de cette commission pour garantir la transparence. Une commission mixte, indépendante et impartiale, société civile, Commission nationale des droits de l'homme, des libertés, les Centres des Nations Unies, Union africaine, pour une enquête indépendante sous l'accompagnement des médiateurs régionaux et internationaux. Voilà ce que nous exigeons, parce que nous avons fait confiance aux enquêtes qui ont été faites pour les femmes et les bébés tués à l'extrême nord. Nous étions satisfaits de la justice qui menait à bien son travail. Jusqu'au coup de tonnerre de décembre, où c'est une façon de nous débouter. On a dit que le procès va se tenir à huis clos. Au vu de ces expériences-là, nous ne pouvons plus nous contenter de l'enquête du gouvernement. Au-delà de cette commission indépendante, le REDAC interpelle le président de la République sur la nécessité de trouver des solutions pour mettre un terme à la guerre dans les régions anglophones. Nous interpellons le président Paul Biya directement que l'unique voie du succès aujourd'hui est de faire preuve de leadership en déclarant solennellement un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale affirme qu'au cas où tout ceci n'est pas pris en compte, il n'hésitera pas à se retourner vers d'autres voies pour la mise sur pied effective d'une commission indépendante chargée d'apporter la lumière sur le massacre de Ngarbou. Et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle lui aussi le gouvernement à ouvrir une enquête et à prendre les dispositions nécessaires pour que les coupables répondent de leurs actes à la suite de ces événements sanglants, là où des civils ont trouvé la mort à la suite d'une mission de reconnaissance et opération de sécurisation menée par les forces de sécurité et de défense camerounaises dans le Ndongamantung. Le secrétaire général des Nations Unies appelle les partis armés à s'abstenir de toute attaque contre les civils et à respecter le droit humanitaire international et les droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies réitère la disponibilité de l'ONU à travailler avec toutes les parties prenantes en vue d'une solution politique, laquelle solution doit passer par le dialogue, indique le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Sur un autre front de guerre, cette fois-ci à l'extrême nord du Cameroun, les populations ne cessent de subir des actes de Boko Haram. La plus récente a eu lieu le week-end dernier. Elle a fait au moins 3 morts et de nombreux blessés, avec à la clé des maisons incendiées, des commerces saccagés. Les populations lancent un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. C'est un grand reportage que signent Amadou Daïrou et Gladys Sidi. La fumée s'échappe des maisons incendiées par les assaillants de Boko Haram. À certains endroits, ça brûle encore. Plus loin, des motos incendiées, de la volaille calcinée, du bétail éventré. Les membres de la secte islamiste Boko Haram ont été sans pitié pour les populations de la localité de Ouzal, dans le département du Mayo-Tanaga, dans la région de l'extrême nord. Le bilan de cette nouvelle attaque fait état de 3 morts et plus de 300 maisons d'habitation incendiées par les terroristes qui ont pris près de 4 heures d'horloge pour tout raser sur leur passage. À chaque moment, il vient. On ne dort même pas à la maison, on dort à la montagne.
Il vient vers Mawa, il vient à Moscota, il vient à Tere, à Tawa, partout, chaque nuit. Et nous, on ne dort pas, on passe seulement à la montagne. Les militaires ne viennent même pas. Jusqu'à on a attaqué, ils ont fait 4 heures de temps ici. On est là à la montagne, tout proche ici. On a tout brûlé la maison, on a tout pris à la maison. C'est le sang, on l'a égorgé, les coups, tout ça c'est le sang. Il avait fui pour se cacher. Il est venu se cacher ici, on l'a trouvé. C'est mon oncle. Tout va mal, parce que là, ça ne va vraiment pas. On est en train de fuir. Beaucoup de morts, ils ont incendié les maisons. Donc on ne sait pas, on est abandonné à nous-mêmes, pas de sécurité. Donc on est obligé de fuir. Là, on ne sait vraiment pas, parce que quand ça a d'abord commencé, ils ont appelé de gauche à droite, appelé Mouzogo, Koza, jusqu'à Mokolomé. Jusqu'à ce que ces gens sont partis, aucune force de sécurité n'est venue. Ils sont venus que le matin vers 9h. Le centre de santé n'a pas été épargné. Les terroristes ont emporté du matériel au passage, selon le personnel de santé. Bon, moi, je m'appelle Foudama Rikabi, infirmier diplômé d'État. Je travaille dans cet hôpital. Et cet hôpital a été brûlé par le BH aux environs de 22h55. Et tout a été brûlé. La salle de consultation, la pharmacie, et le bureau du chef, et la salle de soins, hormis la salle d'hospitalisation. Et aussi dans la salle de maternité, ils ont pris le matériel comme les boîtes d'accouchement, les nécessaires pour les accouchements. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Les populations désespérées appellent à l'aide face à cette résurgence des attaques qui poussent plusieurs à déserter les lieux. On perd les vies, on perd les frères, on perd les mamans, on pleure tous les jours. Jusqu'à quand vous voyez comment les maisons sont brûlées, les chèvres sont brûlées, les biens, les personnes, on n'a pas pu constater le bilan. Notre centre de santé, on a construit, on a souffert, on est dépassé. Tout ce qu'on a pu faire maintenant là, c'est de faire le constat et de demander aux petits frères, aux aînés, aux mamans, aux papas de fuir seulement. Et nous allons fuir jusqu'à où je ne sais pas. En attendant une réaction des autorités, de nombreux villages se vident de leurs occupants qui emportent avec eux le peu de biens qui leur reste encore. Et ce soir, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, s'exprime sur les événements survenus dans le Ndonga Mantung, région du Nord-Ouest, là où la société civile estime qu'il y a eu plus de 20 morts, qui sont essentiellement des civils à la suite des accrochages entre les forces de défense de sécurité et des groupes armés séparatistes. Le ministre de la Défense qui avait indiqué, selon un premier bilan donné par le ministère de la Défense, qu'il y aurait 5 victimes civiles, parmi lesquelles une femme et 4 enfants. Le ministère de la Défense indiquait que c'était un incident malheureux survenu à la suite d'une opération de sécurisation. La société civile est montée au créneau demandant une commission d'enquête indépendante, invoquant un bilan bien plus lourd que le laisse entendre le gouvernement. Et ce soir, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, donne un point de presse pour la position du gouvernement et apporter d'autres clarifications sur la version officielle concernant ces événements malheureux survenus il y a quelques jours dans la région du Nord-Ouest. Parlons des législatives 2020, à peine le recensement général des votes a-t-il commencé que les premières critiques fusent sur la méthodologie utilisée par les membres de la dite commission. Des partis de l'opposition s'insurgent contre le décompte général des votes et le redressement des erreurs matérielles telles qu'effectuées au sein de la Commission nationale de recensement général des votes. Explication avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au sein de la commission de recensement général des votes pour les législatives 2020, au deuxième jour des travaux, la méthodologie usitée ne rencontre pas l'assentiment de tous, notamment de l'Union des mouvements socialistes UMS.
Avant 2012, on travaillait à la Commission nationale avec des procès-verbaux de la commission locale de vote. Mais aujourd'hui, on se contente de la centralisation communiquée par la commission départementale de supervision. C'est-à-dire si on vous centralise n'importe quoi là-bas, ici, on vous dit ça et puis on se contente de ça. En passe de remporter les 3 sièges de députés dans le Ronkam, à l'ouest du Cameroun, ce parti souligne l'affaiblissement de la commission de recensement général des votes au profit des commissions départementales. Celui qui est au niveau du département, qui travaille en amont, a beaucoup plus d'autorité que la commission nationale. Puisque s'il dit que là-bas, que vous êtes élu, et vous allez vraiment plutôt au contentieux. Dorénavant, il faudra défendre le résultat à partir du département. Selon toujours l'UMS, cette situation conforte finalement les fraudes qui ont eu lieu et qu'il a limité tout en réclamant l'annulation partielle de ce scrutin dans certains bureaux de vote, comme l'indique son recours devant le Conseil constitutionnel. La commission départementale de supervision n'a pas fait ses travaux de décompte des voix. Nous avions rendez-vous le matin pour parachever nos travaux. Je dirais même pour commencer les vrais travaux. Et dans la nuit, le président s'est évanoui avec les documents qui pouvaient être en sa possession. Je découvre ce procès verbal ici, signé de 3 personnes sur une dizaine de personnes. C'est très grave. S'agissant des travaux de la commission de recensement général des votes dans leur ensemble, l'examen des votes est achevé dans les 10 régions et le rapport des travaux à adresser au Conseil constitutionnel devrait suivre très rapidement. Selon le code électoral, le Conseil constitutionnel dispose de 20 jours après le scrutin pour rendre les résultats des législatives. Et ce mardi, les premières sessions de plein droit dans les différents conseils municipaux se déroulent dans plusieurs localités et l'annonce de l'élection du chef de l'exécutif municipal a provoqué quelques tensions à Kekem durant toute la journée. Vous le voyez en image, les populations sont sorties dans la rue pour manifester contre des manœuvres visant à maintenir le statu quo alors qu'ils estiment que là où la mairie est aux couleurs du RDPC, les populations exigent un vote libre et transparent permettant aux conseillers municipaux de choisir eux-mêmes les maires parmi les 2 candidats en lice, à savoir le maire sortant et un des conseillers municipaux qui lui aussi lorgne la tête de l'exécutif municipal à Kekem. Et ce conseil municipal a démarré en début de soirée du côté de Kekem, dans cette commune d'arrondissement où quelques tensions ont été enregistrées durant la journée. Et parlant des irrégularités, la porte-parole des élus de l'Union démocratique du Cameroun a tenu un point de presse à Fumban pour évoquer les difficultés rencontrées durant ces élections municipales législatives dans le département du Noun, là où l'UDC a remporté quelques mairies. Je propose d'écouter Patricia Thomas Inondamjoya, porte-parole des élus de l'UDC. Fraude massive caractérisée par l'achat des consciences, les intimidations, les menaces, les agressions par certaines autorités traditionnelles, administratives. L'Union démocratique du Cameroun condamne l'impuissance, voire la complicité de l'EPAM et des forces de maintien de l'ordre face à toutes ces pratiques. Déplore l'absence de mesures sécuritaires appropriées pour un scrutin organisé dans un contexte à risque élevé. Regrette les pertes en vies humaines enregistrées à la suite des violences dans la localité de Kupa-Matapit entre les populations locales et les camps organisés venus d'ailleurs pour perpétrer les actes de fraude électorale. L'Union démocratique du Cameroun relaie le refus de la population du Noun à ne voir installer leurs élus par le préfet actuel, M. Boyomo Donatien, conséquemment à ces nombreux abus et manquements qui ont contribué aux violences mortelles enregistrées le jour du scrutin, dont la plupart ont fait l'objet de rapports
à la haute attention du président de la République. Dans le reste de l'actualité, la consommation de la drogue en milieu scolaire reste une préoccupation pour les pouvoirs publics. Malgré les stratégies gouvernementales annoncées jusqu'ici, le phénomène prend de l'ampleur. Une structure publique a été mise sur pied afin de lutter contre ce fléau social. Des campagnes de sensibilisation se multiplient. Pour autant, le circuit de la drogue en milieu scolaire n'a pas encore été démantelé. Je vous propose de suivre ce reportage que signe Marcelin Gansop. Moi, la consommation de la drogue, donc ça fait tourner la tête. Ça fait que les élèves ne puissent pas bien réfléchir en milieu scolaire. Les jeunes prennent de plus en plus conscience. Et pourtant, la consommation de drogues et autres stupéfiants fait de la résistance en milieu scolaire. Au lycée Thermo de Kouno, la situation de la drogue, des armes blanches reste maîtrisée au niveau de l'établissement. En cas de difficulté, nous faisons généralement recours aux forces de sécurité qui sont non loin de l'établissement. Situation sous contrôle, certes, mais qui ne doit pas amener la communauté éducative à s'endormir. Le mal rôde dans l'enceinte et tout autour des établissements scolaires. Pour ceux-là qui n'ont pas commencé, je leur ai donné les raisons à ne pas commencer. J'ai également demandé à ces jeunes-là qui, de façon occasionnelle, consomment ces substances addictodépendogènes. Il s'agit simplement de se rapprocher de leur conseiller psychologique ou alors le conseiller d'orientation que nous avons formé. Et je leur ai également dit qu'au niveau de Yaoundé, il existe un centre, le centre La Vie, qui est localisé à l'hôpital central de Yaoundé, qui accueille davantage de jeunes. Aussi la CAMNAFOR, en partenariat avec le Comité national de lutte contre les drogues, a-t-elle opté pour la sensibilisation par le biais des causeries éducatives. Grand moment d'échange, au cours desquels les dits et les non-dits sont mis sur la table. Il faut faire un effort de ne pas tomber dans la toxicomanie. Qu'on soit mineur ou majeur, lorsqu'une infraction est causée dans un établissement scolaire, la peine est doublée, ils étaient suppliés. Et je leur ai également dit, tous les officiers de police judiciaire sont mobilisés. Le procureur n'aura plus pitié, quels que soient les pleurs des parents. C'est pour cela que le dernier message, les jeunes ne doivent pas commencer, quelles que soient les pressions et les raisons. Il est question de fermer la porte aux drogues et autres stupéfiants qui tendent à fabriquer des monstres et non des jeunes responsables dont le Cameroun a besoin demain. Et parlons de l'afflux des manuels scolaires proposés pour les programmes scolaires destinés à l'éducation de base. La commission d'agrément du manuel scolaire a été appelée à travailler en toute objectivité pour la sélection de ces manuels. Pour autant, des questions fusent. Réussira-t-elle à respecter cette feuille de route au regard de la controverse qui a souvent été observée durant la proclamation des listes des manuels scolaires qui suscitent à la fois discorde au sein des éditeurs et critiquent souvent des parents d'élèves rencontrant des difficultés à obtenir ces différents manuels scolaires. Reportage signé Dizogo. Quel livre pour la maternelle, la CIL et le cours préparatoire dans le sous-système francophone et de la maternelle à la classe 2 dans le sous-système anglophone l'année scolaire prochaine? La 17e session de la Commission nationale du manuel scolaire et des manuels didactiques planche sur cette question à Yaoundé. Il s'agit pour les 6 prochaines années de sélectionner les livres de la maternelle à la classe de cours préparatoire et de la maternelle à la classe 2. Nous devons sélectionner ces livres et nous comptons sur les experts ici présents qui ont été choisis à cause de leurs compétences et de leur connaissance du milieu. Dans la course pour faire partie des 26 manuels à retenir, nombre d'éditeurs ont postulé. Nous avons reçu 439 offres différentes de manuels de 44 éditeurs, dont 38 sont camerounais, avec 6 situations de coédition. Tous ces éditeurs ont souscrit et satisfait à l'obligation de payer 50 000 francs pour l'achat des offres. Cela fait donc qu'ils ont en tout payé au Trésor public camerounais 21 950 000 francs. Mais la sélection sera bien rude pour retenir les meilleurs des 216 manuels scolaires soumis à la décision de la commission. Le niveau du contenu du manuel, il est noté sur 50 points. Et il faut avoir une note supérieure à 35. C'est la note sur le contenu qui détermine la prise en compte des autres notes. Est-ce que le livre est robuste? Les livres seront sélectionnés pour 6 ans. C'est un livre qui doit être cousu
Et pour les enfants de la maternelle, c'est un livre qui doit être sur un papier glacé et qui doit être en 4 couleurs pour qu'il soit attractif. Le dernier aspect, ce sera le prix des manuels. Pour le gouvernement, le pari est fait que cette sélection se fera de manière objective. Les éditeurs qui seront choisis le seront parce qu'ils ont les capacités de nous fournir les livres de qualité et au contenu irréprochable. Notre souhait aussi que les Camerounais rentrent dans le marché de l'édition. Pourvu que ces Camerounais-là aient la compétence de produire de manière permanente ces livres sans qu'il y ait des ruptures. Le choix de ces manuels scolaires repose entre les mains d'une trentaine d'examinateurs qui ont d'abord été plongés dans le contexte de la philosophie du manuel scolaire au Cameroun. Les années antérieures, des vives polémiques ont toujours émaillé la sélection des manuels scolaires au Cameroun. Avec l'urgence de santé publique posée par le coronavirus qui domine l'actualité, le gouvernement des États-Unis d'Amérique affirme qu'il a aidé le Cameroun à mettre en place un plan de contrôle des passagers dans les aéroports internationaux de Douala, Yaoundé et Garoua, ainsi qu'un plan d'intervention. Les États-Unis ont fourni des kits médicaux réactifs au centre Pasteur pour augmenter la capacité de diagnostic du Cameroun à propos du coronavirus. Parlons à présent de football. Vous le savez, les Lions A' sont logés dans le groupe A pour la compétition CHAN 2020 prévue d'ici avril au Cameroun. Le Cameroun hérite des adversaires coriaces durant cette compétition. Comment se tirer d'affaire? Comment tirer son épingle du jeu et pourquoi pas remporter ce CHAN 2020? Les techniciens de football appellent d'abord les Lions A' à pouvoir surmonter la pression du public camerounais, ensuite développer une stratégie de jeu pour faire face à des adversaires coriaces et réussir à remporter des victoires jusqu'à la finale du CHAN 2020. Évocation avec Aek Cyril. Au terme du tirage au sort du CHAN 2020, le Cameroun est logé dans le groupe A, aux côtés du Zimbabwe, du Mali et du Burkina Faso. Le groupe de la mort de la vie de Pierre Ndjili Ndengue, entraîneur de football. Dans toute compétition, il y a toujours un groupe qui est considéré comme groupe de la mort. Néanmoins, comme toutes les équipes se préparent, nous pensons quand même que c'est un groupe où le Cameroun peut s'en sortir, à condition de se préparer mûrement. Parce que c'est les 3 équipes qui ne sont pas faciles à manœuvrer. Pour l'ancien chef du département de développement du football à l'Africa Foot, les Lions A' devront disposer de ressources psychologiques nécessaires pour surmonter la pression, notamment face au Zimbabwe en match d'ouverture. Généralement, c'est une équipe qui crée les problèmes aux Camerounais. C'est un problème beaucoup plus psychologique que technique. Nous osons croire que ceux qui ont en charge cette équipe vont supporter la pression. Parce que cette pression sera de tout ordre. Vous avez l'administration, vous avez la fédération, vous avez le public. C'est un public qui aime la victoire. Donc s'il n'y a pas de but dans les 10 et les 15 premières minutes, le public bascule. Donc il faudra supporter cette pression. Quant au Mali et au Burkina Faso, 2 pays de l'Afrique de l'Ouest où les championnats nationaux sont mieux structurés, les Lions A' devront mettre à profit la préparation que Pierre Ndjili Ndengue juge satisfaisante afin de tirer leur épingle du jeu. La majorité de ces pays ont mis l'accent sur la formation. Et quand il y a déjà une formation, c'est des équipes à prendre très au sérieux. Parce qu'en dehors de ça, ils ont des matchs organisés dans leur zone. Tout le temps, ils font des compétitions des jeunes jusqu'aux équipes premières. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que ces équipes-là n'ont pas beaucoup de professionnels. Ça signifie que c'est des équipes nationales. Et il faudrait en tenir compte. Vous voyez donc que ce n'est pas un groupe facile. Mais quand même, nous croyons que le Cameroun, avec toute la préparation qui est autour de cette équipe, peut s'en sortir. Pour le technicien de football, bien que logé dans le groupe de la mort, le Cameroun, fort de sa position de pays hôte, a des arguments
à faire valoir au CHAN 2020. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Drame d'un Garbou, 16 évêques écrivent à Paul Biya. Ils ne sont pas restés insensibles face à ces crimes, ces atrocités commises sur des enfants, des femmes et également des hommes, notamment des civils. Ils ont appelé, exhorté le chef de l'État du Cameroun à emprunter la voie de la médiation suisse pour négocier avec les groupes armés séparatistes pour trouver une issue à ce cycle de violence meurtrière qui dure depuis près de 3 ans, pour mettre un terme à cette crise anglophone qui a déjà engendré près de 2000 morts selon 16 évêques et plus de 800 000 déplacés et des dizaines de milliers de réfugiés camerounais au Nigeria. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings fustige l'attitude de la communauté internationale. Il a exprimé un coup de gueule sur son compte officiel Facebook, se demandant comment expliquer ceci à la communauté internationale alors que des populations civiles se font massacrer dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Il a particulièrement insisté sur le rôle de la France et son indifférence face à cette situation sécuritaire critique dans les régions anglophones du Cameroun, interrogeant le silence des États-Unis, de l'Angleterre, face à l'attitude du président camerounais concernant la résolution de la crise anglophone. L'impuissance de l'Union africaine également a fait l'objet de critiques de la part de l'ancien président ghanéen qui demande une intervention dans l'urgence afin d'éviter le chaos au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.